Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise, la grande édition de ce 20 avril 2024 avec à la présentation Jean Damascène Manishimé. Sans transition, le développement de ce journal. Le 20 avril 2024, il y a 30 ans, jour pour jour, la reine Rosalie Gicanda était tuée à Butare, c'est au sud du Rwanda. Faisons un retour sur cette date macabre où des milliers de Tutsis ont été massacrés partout au Rwanda. Le 20 avril 1994, la reine Rosalie Gicanda a été tuée. C'est le capitaine Ildefonse Nizeyimana, qui était en poste à l'école des sous-officiers, qui a donné l'ordre de la tuer. Des militaires dont le lieutenant Bizimana, le lieutenant Gakwerere, le caporal Aloïse Mazimaka et le docteur Kageruka se sont rendus au domicile de la reine près du bureau communal de Ngoma, où ils y ont tué d'autres personnes, toutes menacées, et les ont tuées sauf une personne, Ouza Mukunda Grace, qui a pu survivre et qui a pu donner de nouvelles de l'assassinat de la reine Rosalie Gicanda et les personnes qui se trouvaient chez elle. Le 20 avril 1994, celui qui était le président du gouvernement génocidaire s'est rendu dans les communes d'Ora et Nsianda, dans le district de Gisagara au sud du Rwanda, pour inciter les Hutus à exterminer les Tutsis. Ce jour, dans la ville de Butare, le préfet Nsabimana, qui avait été investi la veille, a organisé une réunion des responsables locaux à la préfecture pour planifier la mise en œuvre du génocide dans la préfecture de Butare. Le 20 avril 1994, près de 26 700 Tutsis ont été tués à la paroisse de Mugomga. À cette même date, de nombreux Tutsis ont été tués dans le secteur Nkanga, à Rusizi. C'est à l'endroit où il y avait une embarcadère d'où partaient les embarcations vers l'île Kombo et la République démocratique du Congo. Y ont été tués des Tutsis qui voulaient fuir vers la RDC, tandis que d'autres étaient enlevés de leur domicile et amenés sur les rives des Kivu pour y être tués. À cet endroit, les premiers Tutsis ont été tués le 20 avril 1994 et ont continué à l'être jusqu'à la fin, mai 1994. Le même jour fut sombre pour de nombreux Tutsis du secteur Kinazi à Ruango. Le 20 avril rappelle également les massacres de Tutsis à l'église catholique de Nyumba à Butare. Jean Kambanda, le premier ministre du gouvernement génocidaire, était originaire de cette localité. Entre 25 000 et 30 000 Tutsis y furent tués. Le 20 avril, le massacre des Tutsis s'est poursuivi à travers tout le pays et des milliers périrent ces jours-là. Merci à Charlène Furaha. La population du district de Masaka, c'est au sud de l'Ouganda, s'est joint au Rwandais ce samedi pour la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Outre l'ambassadeur du Rwanda en Ouganda, divers diplomates représentant leur pays en Ouganda, des hauts cadres de l'armée ougandaise, des étudiants rwandais résidant dans le pays et d'autres amis du Rwanda se sont recueillis au site d'Ogolo pour honorer la mémoire des victimes du génocide des Tutsis. Les survivants du génocide dont les proches ont été jetés dans la rivière Nyabarongo soulignent que commémorer ceux qui ont été enterrés en Ouganda les fortifie surtout en cette période spéciale de commémoration. Le site d'Ogolo abrite des tombes où reposent plus de 10 000 corps des Tutsis tués pendant le génocide. Les survivants du génocide ont remercié les Ougandais et le gouvernement du Rwanda pour avoir organisé cette commémoration des victimes du génocide des Tutsis inhumés hors du Rwanda. Et parlant toujours de ce même sujet, le génocide commis contre les Tutsis, perpétré en 1994, a été préparé pendant longtemps. Les experts et juristes et historiens qui ont suivi de près l'histoire du Rwanda affirment qu'il existe de nombreux signes qui montrent que le génocide perpétré contre les Tutsis a été préparé depuis longtemps. C'est en tout cas le point de vue de Maître Éric Gillet, qui a surtout fait partie d'une commission d'enquête sur les massacres des Bagogwe au Rwanda, peu après le début de la guerre de libération. C'était le 1er octobre 1990. Donc une commission internationale d'enquête composée de 10 experts en droits humains pour venir tout d'abord enquêter sur ce massacre des Bagogwe, mais dont le
le champ d'action s'est élargi au fur et à mesure qu'on préparait le travail à l'ensemble des violations des droits humains commises au Rwanda depuis le 1er octobre 1990. Mais ce massacre des Bagogwe restait emblématique parce que le gouvernement rwandais refusait même de délivrer les actes de décès des personnes qui avaient été tuées, prétendant qu'elles avaient été rejoindre le FPR. Et c'est ainsi que nous étions même partis avec un groupe, une équipe de spéléologues, parce qu'on supposait que les cavités volcaniques du nord du pays pouvaient avoir servi de cercueil collectif. Et puis finalement, ce n'est pas ça que nous avons découvert, mais le schéma était plutôt celui de fosses communes, de petite taille, 10, 15, 20 personnes, réparties dans toute la région. Et ces images ont fait le tour du monde parce que nous avons pris des images de notre travail de creusement. Alors, cette commission internationale d'enquête, outre ce qu'elle a pu faire pour ce massacre très emblématique des Bagogwe, que nous qualifierons d'ailleurs de crime de génocide, ce que nous avons pu faire en plus de cela, c'est mettre au jour la manière dont les massacres dans l'ensemble du pays avaient été structurés, avec un massacre très significatif qui était celui du Bugesera, où pour la première fois on voit l'articulation entre tous ces acteurs qui seront à l'œuvre dans l'ensemble du pays pendant le génocide. La presse, les services de l'État, toutes les collectivités décentralisées, comme les communes, les secteurs, les cellules, l'importation d'Interahamwe, puisqu'ils existaient déjà à l'époque, l'importation d'Interahamwe de l'extérieur, un peu comme ça s'est fait à Boutaré pendant le génocide, pour mener à bien des massacres. Et on remarquait que dans l'ensemble du pays, ça fonctionnait plus ou moins de la même manière, notamment en constatant que les massacres suivaient les frontières administratives. Donc l'implication des autorités locales était fondamentale, puisque si un bourgmestre s'engageait dans des massacres dans une commune, il y avait des massacres, et puis 100 mètres plus loin, dans la commune voisine, si le bourgmestre ne suivait pas, eh bien rien ne se passait. Nous sommes également les premiers à avoir mis le doigt sur ce document qui était tout récent lorsque nous sommes venus au Rwanda en janvier 1993, qui était le fameux document de l'armée définissant l'ennemi. Document qui sera absolument fondamental pendant le génocide, puisqu'on verra au cours des procès qui se dérouleront partout, au tribunal international, mais aussi en Belgique et en France et ailleurs, à quel point cette notion d'ennemi a été déterminante pour structurer la propagande du génocide. Et parlons art à présent. Le Rwanda a été présenté en honneur au marché des arts du spectacle africain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et vendredi, vers la fin de ce marché, le ballet national Urukerereza a été présenté, s'est exhibé à la télévision nationale de la Côte d'Ivoire, RTI, une émission qui aura permis de faire la découverte du Rwanda, comme le laisse entendre Thierry Angéval, l'animateur de l'émission de RTI. Le Rwanda, on sait, c'est un pays qu'on découvre un peu sur Internet, dans les journaux et tout. On connaît l'histoire du Rwanda, mais aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir une autre facette de ce magnifique pays, les chants et les danses. On a découvert le Rwanda dans une belle prestation, la cérémonie d'ouverture du Massa. Ici aussi, dans cette émission spéciale Rwanda sur RTI 1. Alors,
moi, j'aimerais dire merci déjà à toute la délégation rwandaise de nous permettre d'avoir cette autre facette du Rwanda, la beauté du Rwanda, la beauté de la culture rwandaise. Et c'est un appel que je lance à tout le monde. Allez visiter le Rwanda. Nous, on est parti au Rwanda sans visa, sans passeport, hein, juste avec une belle émission, juste avec un beau voyage. Et c'était très intéressant. Rwanda, un pays ouvert, participer à ce grand rendez-vous culturel et riche de sens d'après l'entraîneur en chef du ballet national, Urukerereza. Le Rwanda est un pays d'honneur ici à Abidjan, c'est un honneur. Cela montre que le Rwanda se reconstruit après le génocide perpétré contre les Tutsis. Et on voit que le cheminement des activités, surtout culturelles, surtout je parle de culture traditionnelle, en ce qui concerne le festival. Alors là, on était bien accueillis, on était bien appréciés, on a bien présenté le spectacle et la plupart des festivaliers ont voulu qu'on leur apprenne à danser, à chanter, à jouer aussi au tambour. C'était un plaisir, un très très grand plaisir pour le Rwanda d'être représenté ici et surtout d'être un pays d'honneur. Et en cette année de 2024, cela fait 30 ans que le génocide commis contre les Tutsis a été perpétré. Le Rwanda se félicite 30 ans après d'avoir éradiqué la culture de l'impunité qui a caractérisé le pays jusqu'au génocide des Tutsis en 1994. Madame Domitille Mukanaganzwa, qui fut secrétaire exécutif des tribunaux Gacaca, estime que l'héritage de ces tribunaux est si grand non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour le monde entier. L'héritage de Gacaca pour notre pays particulièrement, je dirais que c'est la fin de l'impunité qui était même parmi les missions qui étaient assignées à Gacaca lors des discussions du dialogue au village Rugwiro. C'est la fin de l'impunité. Et deuxièmement, l'autre héritage, c'est que la réussite, le succès de Gacaca a prouvé que les Rwandais ont le destin du Rwanda entre leurs mains. On est capable, tout ce que nous voudrions achever à faire, nous y parviendrons dans vouloir ces pouvoirs. Pour ce qui est de la communauté internationale, un seul héritage, c'est que la répression des crimes de masse, de génocide en particulier, est possible. Et qu'il n'y a pas une seule solution. Parce que ceux qui décourageaient, ceux qui n'appuyaient pas, n'acceptaient pas le système, disaient qu'il fallait absolument aller dans le système classique ou bien donner une amnistie générale. Mais on a prouvé que même les systèmes issus de notre culture, les systèmes qu'on utilisait avant, les systèmes surtout africains, peuvent aussi servir de modèle pour eux et pour les autres. Pour ce qui est de l'export, je pense que c'est possible. Voir le nombre de visites que nous avons, des gens qui viennent apprendre Gacaca, comment... Parlons toujours commémoration du génocide commis contre les Tutsis et au moment où le Rwanda continue d'honorer la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, les analystes estiment que même si quelques leçons ont été tirées du génocide perpétré contre les Tutsis, le monde semble ne pas avoir suffisamment appris de ce génocide. Charlène Fouraha
nous en dit plus. Le Rwanda continue de déplorer ses fils et filles massacrés sauvagement pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Il y a de cela 30 ans, car le génocide est un passé qui ne passe pas. Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français, regrette que le racisme qui engendre les génocides s'observe encore aujourd'hui. Et nous avons envoyé des messages aussi forts que possible. Jean-Pierre Chrétien l'a fait aussi et d'autres. Pourquoi ces messages n'ont pas été entendus? Pourquoi les appels désespérés de Jean Carbonard n'ont pas été entendus? Pourquoi les alertes du général Varret n'ont pas été entendues? Pourquoi les alertes du colonel Galinier qui disait que l'armée et la gendarmerie rwandaise voulaient exterminer les Tutsis n'ont pas déplorer ses fils et filles massacrés sauvagement pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Il y a de cela 30 ans, car le génocide est un passé qui ne passe pas. Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français, regrette que le racisme qui engendre les génocides s'observe encore aujourd'hui. Et nous avons envoyé des messages aussi forts que possible. Jean-Pierre Chrétien l'a fait aussi et d'autres. Pourquoi ces messages n'ont pas été entendus? Pourquoi les appels désespérés de Jean Carbonard n'ont pas été entendus? Pourquoi les alertes du général Varret n'ont pas été entendues? Pourquoi les alertes du colonel Galinier qui disait que l'armée et la gendarmerie rwandaise voulaient exterminer les Tutsis n'ont pas été entendues? Ils n'ont pas été entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre. Et on ne voulait pas les entendre par un mélange d'indifférence et de racisme. Le racisme, c'est la clé d'une très grande partie de la tragédie. Le racisme n'a pas toujours besoin d'ordre. Le racisme, c'est l'idéologie pour les nuls. C'est pourquoi cette idéologie a autant de succès depuis le milieu du XVIe siècle. Même si beaucoup a été réalisé, notamment dans la poursuite des suspects génocidaires qui avaient fui le Rwanda, l'écrivain Daniel Le Scornet estime que la communauté internationale devrait aller plus loin pour protéger les mondes contre les tragédies similaires au génocide perpétré contre les Tutsis. Je pense que cette communauté internationale doit faire un nouveau pas, et ce nouveau pas, c'est certainement la prévention des processus génocidaires. Il faudrait qu'en cas de processus génocidaire, l'ONU ne puisse, aucun État membre du Conseil de sécurité ne puisse imposer son droit de veto, ne puisse bloquer l'intervention internationale comme cela a eu lieu dans tous les génocides. Ce serait un premier pas au moment où le droit international s'effondre et où il faut redonner un sens à ce droit international. Puisque c'est le seul crime de masse qu'on peut prévenir. Les crimes de guerre sont tout à fait terribles et les victimes souffrent autant. Mais le génocide, qui vise un groupe humain en tant que tel, se prépare longuement. Et donc on a aujourd'hui toutes les connaissances pour prévenir, et c'est le premier pas de paix qu'on pourrait faire ensemble. Je pense qu'il apporte des connaissances nouvelles pour traiter ces cas de massacres de masse qui actuellement se développent sur toute la planète. Le journaliste passionné pour la justice au Rwanda, Sehene Ruvugiro Emmanuel, espère que le monde aura beaucoup appris du génocide des Tutsis au Rwanda, mais déplore la passivité persistante de la communauté internationale face aux crimes de masse que le monde vit encore aujourd'hui. La communauté internationale, par le truchement de la justice donnée au génocide perpétré contre les Tutsis, a eu des leçons. A eu des leçons sur certains crimes, mais c'est comme si, encore une fois, elle a été sourde au regard de ce qui se passe, par exemple, en République démocratique du Congo. Après 1945, après le Nevahagen, après la Shoah, on se disait, voilà, il n'y aura plus de génocide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un génocide
au Rwanda et que non seulement la communauté internationale observait tout ça, assistait à tout ça, mais elle était là comme acteur. Le rôle de la France ici. Hein, vous comprenez le rôle de la France ici? Même si pénalement, la France n'a pas été tenue responsable, mais officiellement, administrativement, elle est responsable et cela a été reconnu. Mais, alors, on se pose la question maintenant. Si ceux qui ont perpétré le génocide ont passé la frontière Rwanda-Zaïre avec leurs armes, ont exporté le génocide sur le sol zaïrois, aujourd'hui congolais, et qu'aujourd'hui, cette même idéologie a généré des actes de génocide qui est en train maintenant de se perpétrer, de se faire. Peut-être pas encore à grande échelle, mais au regard des gens qui ont fui les massacres, au regard des gens qui sont en train d'être brûlés vifs, au regard de ce que montrent les médias sociaux et les médias internationaux, on se demande que fait par exemple la SADC? Où est la France? Où sont les États-Unis? Où sont les grandes puissances dans tout cela pour venir et dire voilà, le génocide, partout où ça s'est passé, ça commence par là et si on n'arrête pas, ça va arriver à un vrai génocide consommé. Malgré les mal indicibles qu'a apporté les génocides perpétrés contre les Tutsis, l'écrivain français Daniel Le Scornet est d'avis que la résilience des rescapés du génocide des Tutsis donne aussi une leçon importante au monde entier. C'est la première fois dans l'histoire des génocides, la première fois dans l'histoire de l'humanité, que les victimes sont celles qui refont société. Parce que dans tous les génocides précédents, si vous les relisez, ce génocide permet aussi de relire les génocides précédents. Dans tous les génocides précédents, dans tous les meurtres de masse, moi je pense à mes amis irradiés de Hiroshima, Nagasaki, avec qui j'ai travaillé, ces populations demeurent stigmatisées. Elles deviennent les populations les plus pauvres. Ça a été vrai pour tous les génocides. Et là, ce n'est pas le cas. C'est une nouveauté absolue dans l'histoire des génocides. Ce sont les victimes, avec leurs frères et sœurs qui les ont libérés, qui refont société. Ce ne sont pas les organismes extérieurs, ce ne sont pas les ONG, ce sont les Rwandais et les Rwandaises qui refont société. Ce sont eux qui refont famille. Il n'y avait plus d'arbres généalogiques, plus de troncs, plus de branches, quelques brindilles isolées. Et pourtant, les enfants sont autour, 10, 20, 30 enfants chacune, qu'elles vont mener aux études supérieures et qui vont vers les dirigeants d'aujourd'hui du Rwanda. Donc, des femmes qui, d'un seul coup, en Afrique, vont basculer la société patriarcale. Alors que, on l'a vu dans les Premières et Secondes Guerres mondiales, même quand les femmes avaient repris un peu de position dans la société parce que les hommes avaient disparu, parce qu'ils étaient tués, parce qu'ils étaient prisonniers, dès qu'on revenait à l'activité habituelle, le droit des femmes régressait. Ce n'est pas le cas au Rwanda. 30 ans après les génocides des Tutsis, de plus de voix s'élèvent pour souhaiter que tout soit fait pour que le plus jamais ça, décidé après l'Holocauste, devienne une réalité. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise.
Parlons éducation à présent. Les experts dans le domaine de l'éducation apprécient les stratégies adoptées par le gouvernement du Rwanda pour relever le secteur de l'éducation après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. C'est en tout cas le point de vue du docteur Alphonse Sebaganwa qui affirme que l'augmentation du budget alloué à l'éducation est un élément important vers le développement de ce secteur. Le Rwanda se projette comme un pays dont l'économie est basée sur une population qui est compétente en termes de connaissances, en termes d'aptitudes, en termes aussi de valeurs. Et donc, il faut effectivement doter ce secteur des moyens suffisants pour que les finalités de l'éducation que le pays se propose puissent être atteintes. C'est pour ça qu'il est très important de noter effectivement cette augmentation du budget alloué à l'éducation, au secteur de l'éducation en général. Alors, ce budget qui augmente de manière vertigineuse, comme je l'ai dit, dans le secteur de l'éducation, va permettre notamment la construction, enfin les infrastructures en général, en termes de construction de salles de classe. Vous savez, en 2020, le gouvernement rwandais a construit plus de 20 000 salles de classe. C'est sans précédent, ces chiffres. Pour une année et demie, en 2020, plus de 20 000 salles de classe ont été construites. Et cela a permis effectivement de dégager les salles de classe, de diminuer le nombre d'élèves par salle de classe. Alors, parlant toujours des infrastructures, on peut aussi noter l'augmentation du nombre d'écoles qui ont eu l'augmentation de l'accès plutôt à l'eau potable. Il y a eu aussi le nombre d'écoles qui ont eu accès plutôt à l'eau potable et aussi à l'électricité, mais encore aux infrastructures de technologie de l'information et de la communication, la fibre optique et d'autres matériels qui facilitent l'apprentissage dans les écoles en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Et enfin, dans le cadre d'avoir une population scolarisée, compétente et qui puisse aussi accéder au marché régional, africain et international, le secteur de l'éducation a aussi pris l'option de promouvoir l'enseignement des langues. L'enseignement des langues en général, en commençant par la langue d'enseignement qui est la langue anglaise, l'anglais qui est l'enseignement d'apprentissage, la langue d'apprentissage, mais aussi d'autres langues comme le français et même le swahili. Et ces langues, le français et le swahili, sont aussi dans les écoles primaires, secondaires et même dans les universités. Et ce ne sont pas des langues d'enseignement, mais ces langues sont aussi enseignées et sont aussi promues pour que la population du Rwanda puisse avoir accès au marché, comme je le disais, au marché régional, au marché continental et pourquoi pas au marché mondial. Et voilà, c'est cet élément qui clôt cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous en compagnie de la télévision rwandaise.